Je vous propose d'accueillir aujourd'hui à Divonne-les-Bains Monsieur Axel Kahn. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du Forum, je vais commencer par évoquer les relations d'origine entre l'humain et ses outils, relations consubstantielles. Sans outils, il n'y a pas d'humanité. Le primate, notre ancêtre, devient homo, devient humain, lorsqu'il se met à améliorer plus que ne le faisaient ses primates prédécesseurs, les outils, et c'est homo habilis. Et le dialogue entre la main et le cerveau va marquer l'évolution de cet ancêtre d'il y a un peu plus de 2 millions d'années, jusqu'à ces femmes et ces hommes que nous sommes aujourd'hui, ici à Divonne-les-Bains. Au départ, l'outil d'emblée amélioré a connu néanmoins une évolution, une amélioration fort lente. Quand on regarde les premiers outils en pierre taillée datant d'il y a 2 millions d'années, et ceux datant d'il y a 1 400 000 ans, voire 1 million d'années. Il n'y a pas grande différence, mais néanmoins, une perfection formelle, une symétrie. Et puis les choses s'accélèrent. On passera bien plus tard à la pierre polie, aux différents systèmes de jets pour la chasse, pour la guerre, et puis aux premières machines, aux machines de plus en plus performantes. Si bien que l'homme qui a commencé à façonner uniquement avec ses mains et à réaliser avec ses mains, à se déplacer avec ses jambes uniquement, a dû, ma foi, observer que les machines qu'il avait conçues faisaient beaucoup mieux que lui. S'il s'agit de fabriquer des casseroles, une machine-outil en fabrique 5000 en une demi-heure, alors que le rétameur, avec sa plaque et son enclume, son marteau, prenait plusieurs heures par casserole ou 1 heure par casserole. Et puis les différents véhicules également vont beaucoup plus vite que nous n'allons. Cela étant dit, dans cette évolution de l'outil, l'essentiel de l'humanité n'était pas questionné. Elle n'était pas mise en cause. Lorsque la machine va plus vite que moi, lorsqu'elle fabrique d'autres outils bien plus rapidement que moi, il reste qu'elle est un prolongement de ma main, un prolongement de ma propre vélocité. Je l'ai conçue, je l'ai maîtrisée. Et elle marque beaucoup plus ma puissance qu'elle ne la questionne, qu'elle ne la conteste. Il n'empêche déjà, cette évolution de l'outil a été parallèle de ce que j'appellerais les grandes vexations que l'humain a dû subir depuis qu'il a entrepris de conquérir et de transformer son milieu, la Terre. La première vexation vient de ce que n'est pas si lointaine que cela. Cet humain, très satisfait de lui, de son pouvoir, de son habileté et de ses outils, était très fier également d'habiter sur cette terre, objet céleste par excellence au centre de l'univers. Et puis la raison et les outils humains, la lunette astronomique, ont montré que, non, ma foi,
La Lune aussi avait des montagnes comme la Terre, et donc la Terre n'était pas unique. Que tout compte fait, il n'était point vrai que le monde, que l'univers tournât autour de la Terre. La Terre tournait autour du Soleil. Première grande vexation, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Les choses évoluent. L'homme voyage, il a voyagé depuis longtemps, mais il voyage avec plus de curiosité. En particulier, un navire se met pendant 3 ans, 4 ans, avec le jeune Darwin, à faire le tour de la Terre avec de multiples escales. Et Darwin fait de multiples observations, d'où il conclut ce qui est à la base de la deuxième grande vexation. Si nous n'étions pas sur la Terre, au centre de l'univers, au moins pouvions-nous être très satisfaits de rester la créature privilégiée à l'image de Dieu. Créée telle qu'elle est aujourd'hui, pour reproduire, sous cette forme mortelle, cette image divine. Or, la théorie de l'évolution n'exclut pas naturellement que tel eût été le dessein d'un Dieu équivalent à une intelligence aux manœuvres, mais enfin, opérationnellement, l'homme est apparu à la suite de mécanismes évolutifs qui, aussi bien, selon le même type de mécanisme, ont abouti au coquelicot, à la tulipe, au brin d'herbe et à l'âne, bâté ou non. Extrêmement vexant. Nous ne sommes plus au centre de l'univers, nous ne sommes plus, si évidemment, la créature privilégiée à l'image de Dieu. Enfin, peu importe, au moins, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Quand nous disons « je », ce « je » est responsable de mes décisions et de mes actions. Mais la pensée évolue, les sciences du cerveau sont balbutiantes, des expériences de psychologie, discipline ancienne, indiquent ce qui va aboutir, sous la plume et dans la pensée de Freud, à la proposition que nous ne sommes même plus totalement aux manœuvres de notre action et de nos pensées. Nous sommes agis au moins autant que nous agissons. Veuillez m'excuser, il faut que je ferme mon... Voilà, je vais couper la chic. Et le progrès. Et c'est la troisième vexation. Cette troisième vexation, nous ne sommes pas au centre de l'univers, nous ne sommes pas la créature privilégiée à l'image de Dieu, il n'est même pas totalement sûr que mon je, mon moi, soit aux commandes de ce que je fais et de ce que je pense. L'on est agi. Et c'est là qu'intervient le nouvel outil dont vous m'avez demandé de parler, en m'interrogeant avec vous sur la question de savoir s'il pose des questions particulières à l'humain. Cet outil n'est plus une prothèse de la main ou de la jambe, cet outil est une prothèse de l'esprit. Les ancêtres sont les premiers bouliers chinois du XIVe, XVe siècle. Mais pour faire simple, on va partir d'une date que l'on retient bien, qui est 1936, lorsque Alan Turing imagine l'intelligence mécanique de la machine de Turing. Posant la question, peut-on imaginer, et selon quelle procédure, vous savez que ces procédures aboutiront au concept d'algorithme, peut-on imaginer une machine pensante? Sautons immédiatement une vingtaine d'années et nous arrivons à ce fameux collège, à ce fameux colloque de Dartmouth College en 1956, où, pour la première fois, on pose véritablement les bases de ce dont nous allons réellement parler, c'est-à-dire l'intelligence artificielle.
Oui, la machine peut sans doute penser. Non seulement elle peut penser, mais elle peut sans doute penser en s'aidant de ce que l'on sait des mécanismes de la pensée humaine. Et alors, sans doute, elle doit pouvoir faire aussi bien, faire mieux, faire beaucoup mieux que la pensée humaine. Tous ces concepts-là sont posés en 1956 lors de ce colloque de Dartmouth dans le New Hampshire. Ensuite, il y a des hauts et des bas, c'est plus difficile qu'on ne le pensait, on a été trop optimiste. Il n'empêche, et cela a été rappelé dans des tables rondes ce matin, progressivement, ce concept commence à diffuser dans la société et sans qu'on s'en rende compte pendant très longtemps, a commencé de la modifier en profondeur. Je ne vais évidemment pas, ce serait absurde, stupide, vous en êtes des professionnels, des artisans, des praticiens. Vous parlez de la technicité, de la réalité, de l'aspect scientifique de ce que l'on appelle big data, connectivité, intelligence artificielle. Mais néanmoins, il faut absolument que je précise ce dont je parle. Et donc que je rappelle très exactement le cadre dans lequel je vais avec vous analyser les conséquences de ces progrès sur la conception de l'humain par lui-même. Je vais dans cette évolution séparer deux grands ensembles. Le premier ensemble, c'est celui que dans le langage courant vous connaissez sous le terme de big data, la capacité de stocker des quantités de données tout à fait considérables. Grâce au progrès extraordinaire des ordinateurs, l'aptitude à aller puiser, collecter dans ces données celles qui intéressent, avec des systèmes de plus en plus imaginatifs. Et troisième possibilité, l'interconnexion très large dans le monde entier, tout ce qu'il y a autour du concept de réseau, etc. C'est-à-dire big data plus ordinateurs, machines numériques de plus en plus puissantes et de plus en plus rapides, avant même qu'on en arrive à l'ordinateur quantique. Et troisièmement, la connectivité. Les précurseurs de 1956 avaient naturellement mis au départ, dans leur conception de l'intelligence artificielle, l'aspect de la mémorisation. Bien entendu que la mémoire fait partie de l'intelligence humaine. Et si l'on voulait créer une intelligence artificielle, il fallait au départ qu'elle eût également, elle, de la mémoire. Mais nous savons très bien que notre intelligence est tout autre chose que cela. Il faut qu'on ait de la mémoire et pas simplement cela. Mais dans cette première phase, qui va s'achever à peu près vers 2010, dans cette première phase s'achevée, elle n'est pas achevée, mais à partir de 2010, l'intelligence artificielle proprement dite commence à démontrer qu'elle a les moyens, sans doute, des ambitions des pères fondateurs de 1956. Par conséquent, cette masse de données dont l'opérabilité est accrue grâce à la puissance des machines, en interconnexion, commence à bouleverser le monde et est en réalité à l'origine d'une quatrième grande vexation. Je vais d'abord l'illustrer par un souvenir personnel. Vous savez que, ou vous ne savez pas, peu importe, j'ai fait plusieurs choses, mais enfin l'essentiel de mon métier, je suis médecin, docteur en médecine et chercheur, scientifique, j'ai fait de la recherche en génétique. Faire de la recherche en génétique dans les années 80 consistait à cloner des gènes, c'est-à-dire isoler un petit bout d'ADN qui codait
la fonction, la protéine à laquelle on s'intéressait. Or, même s'il y a en réalité moins de gènes que l'on croyait qu'il y en avait à l'époque, il y en a beaucoup. Et cloner un gène est tout de même un peu de l'ordre de trouver une aiguille dans une botte de foin. Évidemment, le plus malin, le plus intelligent, le plus subtil pour cloner un gène était celui qui, dans la compétition scientifique internationale, clonait le gène le premier. Ça, c'est fini. Les machines les plus bêtes, sans aucune originalité, aucune malignité, simplement parce qu'elles peuvent tout faire et très vite, dépassent n'importe quel chercheur qui n'en serait pas doté pour cloner un gène. Elles trient la botte de foin brin par brin jusqu'à ce qu'elle trouve l'aiguille. C'est horriblement vexant. Parce que, pour le généticien, c'était l'apothéose de la démonstration de notre puissance intellectuelle. Qu'est-ce qu'on est bon quand même? Eh bien, en réalité, cette stupide machine, qui ne sait rien, ne fait aucun plan, uniquement parce qu'elle essaye tout, elle est meilleure que nous. C'est-à-dire qu'on a pris conscience, à ce moment-là, que le massivement quantitatif, le grossièrement massivement quantitatif, eh bien, il pouvait l'emporter dans de nombreux stages, pas toutes, dans de nombreux stages, sur le brillamment, subtilement qualitatif. Qu'est-ce que c'est vexant quand même? Qu'est-ce que c'est vexant? Et puis, cet ensemble, insidieusement, a commencé de changer le monde. J'ai entendu ce matin avec intérêt des participants aux tables rondes, celle notamment qui parlait de l'éducation, la formation, de l'importance des métiers. L'importance des métiers. Les métiers, c'est effectivement un savoir-faire dans un domaine qui est une compétence. Moi, président d'université, je tâchais de transmettre aux étudiants, de faire en sorte que mes collègues universitaires transmettent aux étudiants des connaissances et des compétences. Et il n'y a pas de doute que lorsque l'on voulait faire à un moment donné un étalage des connaissances en vigueur, eh bien, on rédigeait une grande encyclopédie, Encyclopædia Universalis, l'Encyclopædia Britannicus, grandes encyclopédies, et on demandait aux plus grands spécialistes du domaine d'écrire l'article. C'était magnifique. Et puis on s'est rendu compte qu'avec les nouveaux dispositifs, peut-être qu'on n'avait plus tellement besoin, tant que ça, de la compétence de ces gens remarquables. Si l'on était capable de prendre la quantité minuscule de connaissances et de compétences que beaucoup de personnes non spécialisées ont, puis, avec des plateformes participatives, les mettre en commun, alors peut-être pourrait-on dégager un corpus de connaissances et de compétences, l'emportant de loin et facilement sur celle des plus pointus des spécialistes. Et ça, c'est dès les années 90, et évidemment Wikipédia. Wikipédia a évidemment tué les grandes encyclopédies que nous connaissions. Et puis, dans le domaine des métiers, on n'en est qu'au balbutiement. Mais que représente Blablacar ou Airbnb ou etc., si ce n'est la notion que, après tout, en prenant ce qui existe de compétences chez les uns et les autres, avec une bonne plateforme partagée, etc., eh ben, le métier d'hôtelier, le métier de chauffeur et bien d'autres métiers, sans doute encore, c'est plus tellement utile. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez bien raison d'insister sur l'importance du métier, sauf que ce n'est pas sûr que cette importance du métier soit aussi stable dans les temps qui viennent que vous l'imaginez.
Il y a une très profonde remise en question uniquement, et je n'ai pas encore commencé à parler d'intelligence artificielle. Dans le domaine ludique, puisque après que je suis parti tout à l'heure, vous allez passer au jeu, je vais moi-même passer au jeu, je les reprendrai dans la deuxième partie de mon propos. Il y a des jeux dont on considérait que, là aussi, ils étaient l'apanage, l'épiphanie de l'intelligence humaine, parce qu'ils ne faisaient pas du tout appel au hasard. Ce n'était pas le jeu de loi, non, c'était le jeu d'échecs, le jeu de Go, vous connaissez bien la problématique. Et l'on s'est demandé, est-ce que ces machines intelligentes, qui ne l'étaient pas encore, en réalité, est-ce que ces machines intelligentes peuvent être des joueurs de talent, rivaliser avec les grands maîtres? Vous connaissez naturellement la réponse, mais ce n'est pas tellement sur la réponse que je veux insister, c'est sur l'élément que, à la limite, ça n'est pas ce qui a été fait au début, que, à la limite, si l'on imagine un ordinateur capable d'envisager toutes les positions, tous les coups que l'on peut jouer en fonction des positions, toutes les réponses de l'adversaire, 50 à 100 coups à l'avance, des millions de milliards de combinaisons possibles. Cette machine est totalement imbattable. Elle ne peut pas être battue, par quelque intelligence que ce soit. Elle ne peut pas. Alors, aucune machine n'est encore capable de faire cela. Le jeu de Go, par exemple, c'est 10 puissance 600 positions. Aucune machine ne peut commencer à calculer 10 puissance 600 positions. Et donc, comment s'y est-on pris? On s'y est pris en introduisant tout de même une stratégie dérivée de celle à la portée des grands maîtres de ces jeux. Et donc, on avait cette stratégie de départ habile, plus une quantité de mémoire et une rapidité d'appel à la mémoire dépassant de loin celle de tous les humains. Et d'ores et déjà, avant même que la vraie intelligence artificielle n'apparaisse, ces machines sont devenues à peu près imbattables. Une autre conséquence de cette phase qui bouleverse naturellement notre société et qui a fait l'objet d'une des tables rondes à laquelle j'ai assisté ce matin, c'est que Big Data plus connexion multiple des données considérables aboutit à ce que la notion de vie privée ne puisse plus jamais être considérée comme elle était considérée dans le passé. Plus jamais. C'est tellement vrai d'ailleurs que cela a abouti à une nouvelle méthode et a transformé les perspectives universitaires de certains de mes diplômés de l'Université Paris-Descartes. Cette méthode, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle l'analyse prospective. L'analyse prospective, elle est de pratique quotidienne. Quand vous êtes démarché pour telle ou telle raison, alors que vous êtes servi des réseaux sociaux ou d'un moteur de recherche, c'est déjà l'utilisation de l'analyse prospective. Ça consiste à être capable, en sachant la manière dont s'est comportée une cohorte, un groupe relativement important de personnes, d'en déduire comment se comporteront les personnes en général. C'est une méthode redoutablement efficace, redoutablement. Il y a encore 10 ou 15 ans, l'Université Paris-Descartes, comme l'Université de Lausanne ou de Genève, promettait à leurs sociologues un débouché qui était d'essayer de définir plus exactement ce qu'étaient les marchés, qui étaient les motivations des consommateurs, ce qui allait assurer le succès d'une ligne de produits. Alors vous vous rappelez comment cela se passait. Ces diplômés faisaient une série d'entretiens, cherchaient à savoir ce qui avait décidé telle ou telle personne à acheter dans telle ou telle gamme de produits. Par exemple, parlons des produits pour femmes enceintes. En France, ces diplômés allaient demander à la CNIL de pouvoir interroger
avec leur accord, 100 ou 200 femmes enceintes, et puis on leur demanderait, écoutez, mesdames, qu'est-ce qui est important pour vous, à quoi êtes-vous sensibles, on leur donnera une série de tests, etc. Ça, c'est hier, ça n'est plus aujourd'hui ni demain. Pas du tout. Aujourd'hui, dans le domaine de la grossesse comme dans tous les autres domaines, le fait que les données collectées ne soient nullement confidentielles, qu'elles soient partagées, interchangeables, que quand bien même elles sont collectées en un lieu soi-disant protégé, et cela a été discuté ici dans une des tables rondes, il n'est aucun code de protection, aucun effort brillant de cryptologie qui ne soit mis en échec par un programme destiné à le violer. Tout est violable. Tout code de protection est violable. Le jeu, à vrai dire, ne consiste pas, c'est impossible, à faire un code inviolable. Ça consiste simplement à faire un code qu'il est difficile de violer. Il est cher de le violer. C'est-à-dire, on le protège. Mais si ça en vaut la peine, si le jeu en vaut la chandelle, alors la vie privée n'existe plus. Je dis souvent, en m'amusant, mais vous pouvez en faire l'expérience, vous avez encore conscience, moi aussi, et c'est bien, qu'on ne s'intéresse pas à nous, quoi. On a encore une vie privée, et comme elle est privée, je ne vais pas vous en parler. C'est vrai, mais pour une seule raison, c'est qu'on n'intéresse pas. C'est pour une raison ou une autre. Parce que nous sommes dotés d'un certain pouvoir. Parce que l'on veut avoir un effet de levier sur nous. Alors on saura presque tout de nous. Ça aboutit dans le domaine politique, et sans doute dans le domaine des affaires aussi, à un bouleversement considérable. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est de choisir. Mais la liberté, c'est tout autant de changer d'opinion. Quelqu'un qui, ayant professé une opinion, serait condamné à n'en jamais changer, ne serait pas libre. Sauf que, telle n'est plus la situation aujourd'hui. Vous avez eu, il y a 20 ans, une opinion que vous avez manifestée. Peut-être même, vous avez dit une sottise. Peut-être même une énormité. Le droit à l'oubli n'existe plus. Le droit à l'oubli n'existe plus. Ça vous suivra toute votre vie. Et si jamais on peut la déterrer pour vous nuire, bien évidemment, elle sera déterrée. Bien évidemment, strictement sans aucun doute. Les systèmes dont j'ai parlé ne sont pas encore intelligents. Mais voyez quand même, quel bouleversement. Revenons à mes études pour connaître les motivations des femmes enceintes. Aujourd'hui, à partir des masses de données, à quelle heure les femmes enceintes commencent-elles à téléphoner, sur les moteurs de recherche qu'elles utilisent. Alors je sais bien qu'il y en a des très vertueux, Quant par exemple, mais enfin, ce n'est pas ceux qui sont encore le plus utilisés. Et encore faudrait-il s'assurer qu'ils sont totalement et complètement inviolables. En tout cas, c'est très bien ce qu'ils font. À travers les moteurs de recherche qu'ils ont utilisés, à quoi ces femmes sont-elles intéressées? Et puis, il y a aussi une interconnexion de vidéosurveillance. Où sont-elles allées? On peut même savoir éventuellement quelles fleurs elles ont plantées dans leur jardin, etc., etc., etc. Et ça, comme il n'y a pas non plus de confidentialité, on a fait de l'analyse prospective sur le comportement de 20 000 ou 30 000 femmes enceintes de différents continents pendant 6 mois de leur grossesse. On fait tourner les machines de très bons algorithmes qu'on applique à des femmes dont la situation par rapport à la grossesse n'est pas connue. Ces algorithmes, c'est les résultats d'aujourd'hui, détectent entre 95 et 98% des femmes enceintes, même quand elles ne le savent pas encore. Ça, c'est la situation où l'on en est aujourd'hui. Je vous demande de ne pas vous focaliser uniquement
sur ce qui pourrait en effrayer certains si certains d'entre vous étaient effrayables, ce dont je ne suis pas sûr. D'après ce que j'ai vu ce matin en vous entendant, je vous ai senti extrêmement rasséréné. Vous pourriez dire, mais alors c'est épouvantable. 98% de ce que l'on va faire est connu, donc où est notre libre arbitre? Où est notre liberté? Essayez de vous concentrer sur les 2 à 5% des comportements de ces femmes qui ne sont pas prévus et prévisibles. Je me resservirai de ce chiffre. Pour quelle raison? C'est qu'entre vous et moi, ce résultat n'est pas du tout étonnant. Vous êtes ici, j'ai pu l'observer depuis hier soir, des femmes et des hommes très remarquables. Je suis très impressionné. Il n'empêche, si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, eh bien vous verrez que 95 à 98% de ce que vous avez fait hier et aujourd'hui, eh bien vos parents et grands-parents ont dû le faire aussi, peu ou prou, dans le même type d'activité, et vous-même, vous l'avez déjà fait. C'est-à-dire que, évidemment, l'essentiel de notre vie se passe à faire ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire à répéter ce qu'on a déjà fait. Et qu'une machine apprenne à le connaître, la belle affaire. On ne nous apprend rien. Et donc, le chiffre important est peut-être rassurant et l'autre. Dans 2 à 5% des cas, alors, on ne peut pas prévoir ce que nous allons faire. Mais si je vous disais, écoutez, mesdames et messieurs, vous êtes remarquablement originaux dans 2 à 5% des situations, de vos actes et pensées, vous seriez très satisfaits. Donc, dont acte, soyez satisfaits. Maintenant que j'ai grossièrement analysé cette première phase et cette quatrième vexation dans beaucoup de tâches dont on était très fiers comme étant les seuls à pouvoir les réaliser, eh bien des machines d'une totale stupidité, mais à grande mémoire et travaillant très vite, font mieux que nous. Les concepteurs de l'intelligence artificielle de 1956 prévoyaient au-delà de la mémoire. Simplement, cette phase ultérieure a été très longue à donner quelques satisfactions. Et ce n'est qu'à partir de 2012 environ, et ça va très vite aujourd'hui, que se développent les travaux et que l'on peut étudier les performances d'une nouvelle génération de systèmes, qui est vraiment les systèmes que je qualifierais d'artificiellement intelligents. Là encore, c'est votre job, donc je ne vais pas faire un cours sur ce que sont les principes, mais en gros, il s'agit véritablement de mimer ce que l'on sait par les études neurobiologiques des réseaux neuronaux. Lorsque je vois cette salle-là, tout d'abord, il y a des images qui sont transformées au niveau de ma rétine en signaux optiques, en signaux électriques, transportés au lobe occipital. Le lobe occipital me permet d'apprécier une image. Cette image, ensuite, est convoquée à toute une série d'images mentales qui sont mémorisées au niveau du lobe préfrontal, pour la charge émotive au niveau de noyaux gris centraux, l'amygdale et autres. Et tout cela va m'amener à ce que crée chez moi le fait de voir cet amphithéâtre. Ça veut dire que l'information, par les réseaux neuronaux, est traitée successivement à différents niveaux, dont les tâches sont différentes. Eh bien, c'est justement ce qu'est l'architecture des nouveaux systèmes. Ces nouveaux systèmes, remplaçant les réseaux neuronaux par des systèmes électroniques, par des puces, des circuits, amènent à traiter les informations à plusieurs niveaux, jusqu'à 4 ou 5 réellement aujourd'hui. Alors évidemment, comparé aux 200 milliards de neurones que nous avons, c'est encore peu de choses. Mais néanmoins, ça a commencé à changer la donne.
Parce que c'est grâce à ces systèmes qu'à tout ce que je viens de dire et dont je viens de rappeler les conséquences, se sont surajoutés les éléments que sont l'apprentissage profond, le deep learning, la reconnaissance des visages en est un excellent exemple, et que l'on commence à envisager que ces systèmes pourraient opérer au niveau de la pensée conceptuelle. Vous voyez bien naturellement que le big data plus les interconnexions peuvent évidemment pas avoir un concept nouveau. Ils ne peuvent que touiller dans ce qui est connu. Or, il y a tout de même des fois des concepts qui ne peuvent pas se résumer à ce qui advient quand on a bien touillé les concepts connus. Notre intelligence a une vraie capacité créative et la question est de savoir si ces machines qui commencent à affleurer la possibilité de raisonnement ontologique, si ces machines pourraient de plus en plus mimer ce que nous faisons. Je vais avec vous étudier la possibilité, les scénarios, de là où on pourrait arriver avec l'évolution de ces systèmes. Et comme je suis un homme extrêmement pragmatique, je vais m'arrêter à là où on en est aujourd'hui, en reprenant des exemples que j'ai déjà pris. J'ai pris le jeu de Go. Je vous ai dit que le jeu de Go, aujourd'hui, c'était une stratégie, le jeu d'échecs, c'est pareil, c'était une stratégie, plus les capacités de mémorisation et d'opération dans cette mémoire des machines extrêmement performantes, et ça donne un ensemble imbattable. Parce qu'il fallait qu'il y ait une stratégie de déverser dans la machine au départ, vu qu'une machine, pour le jeu de Go, ne peut pas mimer, tester 10 puissance 600 positions envisageables. Peut-être que lorsque l'ordinateur quantique sera mis au point, alors il n'y aura même pas besoin de faire appel à l'intelligence vraie pour que cette opération soit possible. C'est-à-dire qu'une machine bête, innocente, sans aucune idée préconçue, teste tous les coups possibles et l'emporte à coup sûr. Les ordinateurs quantiques, on est loin d'un ordinateur opérationnel, mais on devrait y arriver parce que cela progresse aussi, multiplieront par un facteur de 20 à 100 les performances et la rapidité des ordinateurs actuels. Peut-être plus, mais en tout cas, certainement, dans un premier temps, de 20 à 100. Donc, dans des proportions tout à fait considérables. Mais revenons à cette nouvelle architecture avec cette possibilité d'un apprentissage. Une expérience a été faite il y a 2 ans de cela pour le jeu de Go avec un ordinateur naïf. Non pas un ordinateur, 2 ordinateurs. Et vous allez voir combien on se rapproche de l'humanité. 2 ordinateurs. 2 ordinateurs qui ont commencé à jouer au jeu de Go l'un contre l'autre. Comme ils ne savaient rien, de manière extrêmement malhabile dans un premier temps. Mais ils étaient dotés de dispositifs d'apprentissage profond. Chaque fois, ils apprenaient de leurs erreurs et des causes de leurs échecs. Et on a fait tourner le système. Eh bien, un ordinateur qui bat tous les grands maîtres au jeu de Go est apparu spontanément, seul. Voilà déjà la transformation considérable des systèmes d'apprentissage. Absolument considérable. Je m'amusais ce matin dans la table ronde consacrée au numérique et à la médecine nucléaire. Je vous parlerai de la médecine. Parce qu'un ami et très honorable collègue disait que le traitement numérique des images de scanners pulmonaires en particulier était tout à fait remarquable pour détecter des petites taches correspondantes à des tumeurs, mais que l'œil de l'expert était indispensable car il y avait beaucoup de faux positifs. J'ai au fond de moi-même un peu rigolé et je n'ai pu manquer de poser une question impertinente. Et j'ai demandé à ce collègue s'il ne pensait pas que les machines qui apprenaient en permanence de leurs erreurs, bientôt n'auraient plus besoin de lui.
Et il m'a avoué, s'il est là, il pourra confirmer, il m'a avoué qu'il essaierait de retarder le moment, mais qu'en effet, il le craignait. En effet, il le craignait. Voilà un peu quels sont ces nouveaux dispositifs. Puisque j'ai pris cet exemple dans la médecine, comment peut-on envisager l'exercice de la médecine demain? C'est déjà en partie le cas aujourd'hui. Le numérique est partout dans l'exercice de la médecine, partout. Mais en fonction de ce qui existe aujourd'hui, comment pourrait-on envisager demain sans que mon récit soit par trop de l'ordre de la science-fiction? Une prévision plus que réellement une fiction. Eh bien, j'envisage que le malade ayant à consulter commencerait par répondre à un questionnaire en ligne sur ses antécédents, et là, il faudrait tout de même un aidant humain pour lui faire comprendre les questions, pour essayer de le calmer, de calmer son anxiété, mais on répondrait à cet interrogatoire qui est extrêmement classique. Ensuite, évidemment, comme cela est déjà fait aujourd'hui, on prendrait une goutte de sang et les robots feraient toutes les analyses biologiques de base. Puis la personne passerait dans un système de résonance magnétique corps entier. Les nouveaux dispositifs qui non seulement peuvent faire une imagerie de qualité de plus en plus grande, mais également arrivent à palper l'élasticité des organes, mieux que ne le font les mains du médecin qui consulte. Donc, image, consistance et élasticité des organes. Éventuellement, la machine dirait « j'ai besoin de tel ou tel examen supplémentaire. Ce serait bien de faire tout de même un PET scan. » Parce que, voilà, alors on ferait un PET scan qui serait également traité de manière numérique. Alors la machine dirait, voilà, à 95,86%, il s'agit de cette maladie. Si vous voulez le confirmer complètement, faites cet examen complémentaire qui dira oui ou non, mais c'est extrêmement probable. Le meilleur traitement dans la situation pour ce malade, compte tenu de ses antécédents et de ce que nous avons relevé, c'est ce traitement. Le pronostic de ce traitement est celui-là. La part de l'humain, là, aura été, à part pour aider à répondre au questionnaire, aura été extraordinairement limitée. Je ne peux redouter que cela advienne, et je vais vous faire une confidence. Je suis médecin, j'étais hématologiste, et jeune médecin, je ne me rappelle plus si j'étais vieil interne ou jeune chef de clinique. Je vois arriver un malade qui était de la région d'Amiens, la Picardie. Il n'avait jamais quitté la région d'Amiens, la Picardie. Il avait une quarantaine d'années, il avait mauvaise mine, il était tout blanc, il avait des ongles et des cheveux un peu cassants, il avait des gencives épaissies et un fin piqueté hémorragique, un purpura, pétéchial, comme on dit dans notre bon langage médical, sur la peau. J'étais incapable de faire le diagnostic alors que le diagnostic était évident. Il avait un scorbut. Il avait un scorbut totalement typique. Je n'imaginais évidemment pas qu'un Amiénois pût avoir un scorbut. Simplement, il avait des douleurs à l'estomac et depuis 2 ans, il ne se nourrissait que de lait. Pas extrêmement riche en vitamine C comme chacun sait. Il considérait que les fruits lui donnaient mal à l'estomac. Il avait un scorbut. Aucune machine n'aurait fait d'erreur de diagnostic. C'était tellement évident que naturellement, même de mon temps, un système expert aurait dit « Mais voyons monsieur, c'est un scorbut ». C'est-à-dire que cette évolution est évidemment désirable. Et elle s'ajoute à toutes les autres évolutions où le numérique transforme la médecine. Aujourd'hui, la chirurgie est une chirurgie assistée par ordinateur.
Et en réalité, de plus en plus, la part d'autonomie de ce robot chirurgien augmentera. Et pour des opérations bien codifiées, il n'est pas du tout illusoire de penser que des robots vraiment autonomes pourront totalement opérer. Le numérique a également transformé complètement l'étude du génie épidémiologique en corrélant simplement des modifications du comportement avec les premiers signes d'une maladie. On est capable de suivre le génie épidémiologique avant que d'avoir détecté la maladie. Et c'est d'ores et déjà ce qui est en train d'être fait dans beaucoup de domaines. Donc, la question que je vais aborder, quelle est la place de l'humain dans le monde du numérique de demain, commence à se décliner dans un métier qui m'est cher par quelle sera la place du médecin humain dans la médecine de demain. Quelle sera la place du médecin humain dans la médecine de demain? Je vais vous convaincre qu'il y aura toujours une place, mais pas du tout celle qui existe aujourd'hui. Je vais revenir à cela, mais maintenant, continuons. Et là, tout ce que je vous ai dit est raisonnablement vrai. Les grands spécialistes, d'ailleurs, étaient déjà au courant, sans doute. Maintenant, j'ai projeté un peu dans l'avenir pour imaginer ce vers quoi on va. Donc aujourd'hui, on a des systèmes dont la mémoire est incroyable, qui travaillent extrêmement vite et qui commencent à être un peu intelligents et de plus en plus intelligents. C'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que cette intelligence artificielle, grande question qu'on pose toujours, restera totalement artificielle parce que les machines sont incapables, bêtes qu'elles sont, malgré leur système basé sur les réseaux neuronaux, d'avoir conscience d'elles-mêmes? Est-ce que la conscience est accessible à une machine? Force est de reconnaître en réalité que rien ne permet d'écarter d'un revers de main l'idée que la conscience soit accessible à une machine. Qu'est-ce que c'est pour moi avoir conscience de moi? Eh bien, c'est de savoir que le vieil interne qui a hésité à reconnaître un scorbut, puis ensuite qui a eu une vie professionnelle diverse et riche, et qui maintenant, assez avancé sur le chemin de sa vie, se retrouve à Divonne-les-Bains pour parler de la place de l'humain dans le monde numérique de demain. Eh bien, c'est le même. C'est moi, Axel Kahn. J'ai conscience de moi, de l'unicité et de la continuité de mon être. C'est ça la conscience de soi. Seul l'humain a cette aptitude-là, au moins à ce stade. On n'a pas la preuve qu'il y ait une telle conscience chez d'autres animaux, une ébauche simplement, mais pas sans doute une telle conscience longitudinale. Cela dit, une machine, il est extrêmement facile d'imaginer que la machine apprenante en particulier va marquer d'un signe distinctif les connaissances qu'elle aura apprises avec ses systèmes d'apprentissage profond des autres qui lui auront été déversés par une interconnexion avec une autre machine ou bien par un serveur donné, et qu'elle en gardera un souvenir éternel. Et que lorsque elle aura à prendre une décision, à régler un problème, à faire une opération, alors elle se servira d'une mémoire où elle différenciera ce qu'elle a appris elle-même du reste. Et donc, est-ce que cette machine pourrait avoir un peu l'équivalent d'une conscience d'elle-même? Difficile de dire non. Je ne vais pas l'affirmer, mais difficile de dire non. Autre caractéristique de l'humain, c'est évidemment la pensée morale. Alors, comment voulez-vous qu'une machine avec ses tuyaux, ses fils, puisse accéder au sein des seins de la conscience humaine, qui est la conscience morale? Là encore, on peut imaginer une expérience de pensée qui aboutit à ce que des machines en réseau développent une sorte de conscience morale. Je suis aussi philosophe et j'ai écrit beaucoup de livres sur la philosophie morale. La base de ma philosophie morale, c'est la réciprocité, c'est-à-dire c'est la valeur de l'autre.
Imaginons un système, pas très compliqué à imaginer, de machines en réseau qui apprennent les unes des autres. Et régulièrement, elles subissent des tests de performance, de telle sorte que seules les plus performantes sont conservées. Les autres s'autodétruisent ou sont détruites. Et donc, progressivement, des machines de plus en plus performantes apparaissent. Mais lesquelles sont les plus performantes? Ce sont celles qui ont eu les meilleures interactions avec d'autres machines. C'est-à-dire que je vais également sélectionner pour une qualité singulière, qui est l'aptitude pour une machine à interagir avec une autre machine. Un petit quelque chose qui peut avoir à voir avec la pensée morale. Domaine de l'art. Est-ce qu'une machine pourrait faire les rhinocéros qui se battent de la grotte Chauvet ou la frise des chevaux ou tant d'autres choses? Ridicule. Eh bien, c'est moins simple que ça. Et l'art numérique commence à avoir une cote tout à fait considérable. Quel est le principe? Le principe est le suivant. La machine est un extraordinaire système de génération d'ensembles aléatoires et notamment d'ensembles aléatoires d'images. Par ailleurs, avec sa mémoire extraordinaire, elle peut être renseignée, considérablement renseignée, sur ce que sont les goûts des consommateurs. Ça, c'est de l'analyse prospective. On sait ce qui plaît, on sait les tableaux qui ont une cote importante, suivant les pays, suivant les conditions, suivant les modes. Ça, une machine est tout à fait excellente. Et imaginez une machine qui, en permanence, tous les jours, arrive de manière aléatoire à fabriquer des milliers d'ensembles, d'images, et à sélectionner celles qui correspondent le mieux au goût du public. Vous arrêtez là, vous le vendez, ça s'achète. Et il y aura une cote qui est importante. Évidemment, à ce stade, ce ne sont que des hypothèses, mais simplement pour vous faire prendre conscience de ce que ce mouvement lent qui va commencer par Wikipédia et qui se prolonge aujourd'hui est un mouvement qui bouleverse profondément, totalement, complètement notre vision de notre place dans la société et dans le monde. Ça bouleversera nos sociétés et ça bouleverse réellement profondément. Alors, je vais maintenant aborder la dernière question, en me servant de concepts déjà avancés. Cette intelligence artificielle extrêmement performante, qui sans doute deviendra de plus en plus intelligente et qui apprendra de ses hésitations et de ses erreurs, pourquoi est-elle artificielle? Vous me direz parce qu'elle n'est pas liée au corps. Mais qu'est-ce qui différencie l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle? Eh bien, je vais vous le dire et vous le voyez là. Je ne sais pas si je suis intelligent, mais enfin, j'essaye de l'être. Quand moi je vous parle et quand je mobilise les capacités de mon idéation, de mon cerveau, vous me voyez, je souris. À un moment donné, je vois madame la vice-présidente du numérique de la région qui sourit également. Comme je la trouve belle femme, je suis à un moment comblé, ça me fait du bien, je trouve que c'est extrêmement agréable. Le président Pallis se marre là, et je trouve ça plutôt sympathique. C'est-à-dire qu'en permanence, ma raison est en interaction avec le langage du corps. Il n'y a pas d'intelligence humaine, il n'y a pas de raison humaine qui soit déconnectée du langage du corps. Or, et on a trop peu fait attention à cela alors que c'est une différence considérable, la seule différence fondamentale, la machine n'a pas de corps. La machine la plus performante, elle n'a pas de corps. De cela, on peut déduire beaucoup de leçons, en réalité. Parlons tout d'abord de la médecine. Revenons à la médecine, où, je vous l'ai dit, la place du médecin ne sera plus celle, progressivement, qu'elle a été. Cependant, tous les médecins
savent que dans l'efficacité de l'acte thérapeutique joue naturellement pour une grosse moitié l'exactitude du diagnostic, le bon pronostic, le bon traitement, etc. Mais joue également pour une petite moitié ou la moitié l'observance du patient, sa confiance, sa sérénité. « Alors, Madame Michu, comment ça va depuis la dernière fois ? Oh, je vois là, vous avez l'œil un peu pâle. Et puis, il y a le contact. Il y a mes mains avec ses mains un peu moites. Il y a le sourire qui s'esquisse sur ses lèvres. Et moi, je lui réponds par un sourire. Et c'est que ces joues-là va être considérablement important pour que la personne comprenne ce qu'elle a, ce qu'on fait, observe le traitement et se mobilise elle-même pour guérir. Mon fils, qui est médecin, chef de service de médecine interne à Paris, appelle ça la bisouthérapie et moi la calinothérapie. La bisouthérapie et la calinothérapie, c'est au minimum à peu près 50% de l'efficacité du médecin. Et ça, de ce côté-là, l'humain, pour encore très longtemps, est bien supérieur à la machine. La machine médecin a ceci d'extraordinaire qu'elle travaille sur le corps alors qu'elle-même en est dépourvue. Si l'on veut que ça fonctionne, dans le système, il faut naturellement réintroduire le corps à corps du malade et du médecin. Par ailleurs, le médecin de demain devra naturellement être beaucoup plus formé qu'il n'est aujourd'hui dans ces systèmes numériques, savoir s'en méfier, savoir détecter telle anomalie. Mais ça veut dire ça qu'il faut rapidement, dans les années qui viennent, totalement modifier les études de médecine. Il va être urgent de totalement modifier les études de médecine, comme en réalité, il va être urgent de totalement modifier un très grand nombre d'études dans nos universités. Maintenant, je reviens à cette notion dont je vous ai dit qu'elle pouvait être rassurante et qu'elle était facteur d'espoir. Quand on utilise les méthodes de l'analyse prospective, il reste 2 à 5% des comportements de nos sœurs et de nos frères humains qui sont imprévisibles. Et je vous ai dit que peut-être là se jouait quelque chose de fondamental où peut loger notre liberté, la liberté réellement humaine. Je vous ai raconté que des machines capables de produire des œuvres d'art se vendant à un bon prix existaient. Mais Pablo Picasso ne l'entendait pas et ne l'aurait pas entendu de cette oreille. Rappelez-vous ce que nous disait Pablo Picasso. Il nous disait « L'art n'est pas chaste. Si l'art est chaste, ça n'est pas de l'art. » Et nous savons bien qu'il a raison. Lui, il l'était particulièrement peu, mais enfin, on peut généraliser. Évidemment que l'art n'est pas chaste. La machine est désespérément chaste. Désespérément. Or, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de demander à la haute technologie d'intervenir pour imaginer des machines capables de nous faire jouir. Mais essayez donc de faire jouir une machine. Essayez donc. C'est pas coton, n'est-ce pas? Réellement, c'est pas coton. Si bien que, après tout, peut-être y a-t-il un ensemble convergent, 2 à 5% de conduite vraiment originale. Cette intelligence profondément liée aux afférences et efférences, au dialogue avec le corps dont est dénuée la machine. La notion qu'une partie d'une inspiration artistique vient sûrement de ce langage du corps et ne peut que venir de ce langage du corps. Même si la machine arrive à vendre ses croûtes ou ses tableaux, est-elle capable de réaliser La jeune fille à la perle? Est-elle capable de réaliser ce train dans la brume de Turner? Est-elle capable de réaliser cet air pour alto dans Harold en Italie de Berlioz?
Est-elle capable de cette fulgurance créatrice qu'est imaginer la théorie de la relativité? Honnêtement, aujourd'hui, au moins le doute est permis. Et sans doute, il existe tout un monde qui est celui de cette particularité de l'intelligence qui peut-être dans beaucoup de tâches n'est pas aussi performante que celle qui se met en place, mais est en permanence, en vibration sensible avec le corps, qui est le domaine de l'humain. Mais alors, mesdames et messieurs, voyez donc, si l'avenir de l'humain dans le monde numérique qui se met en place arrive à être l'importance réaffirmée, accrue, au souci de l'autre, au souci de la relation de corps à corps, l'accompagnement, tous les métiers de l'accompagnement, de la sollicitude. Si par ailleurs, on indique aux jeunes filles et aux jeunes hommes que ce que l'on demande, avant tout, eh bien, c'est d'être fulgurant. Car dans la fulgurance créatrice, là, ils seront dans une zone où, sans doute, ils auront leur domaine. Alors, le domaine de l'humain, la part de l'humain, ne sera pas forcément la plus mauvaise. Je vous remercie. Merci Axel Kahn. Merci de ces propos qui, je le pense, vont immédiatement déclencher des demandes de questions ou peut-être de compléments d'informations, voire des témoignages, des prises de position.